La Power Platform, Romain, automatise sa gouvernance. Alors tu m'as dit, c'est 2 news en une, je vais t'expliquer, mais c'est un truc super, tu vas adorer. Et j'avoue que c'était plutôt sympa à raconter. Oui, alors en fait, c'est surtout que ce qui est devenu sympa, c'est qu'il y a eu il y a ces 2 news qui on va fusionner pour faire une évolution Pokémon de la news, avec surtout des mises à jour. La première, elle est moins fraîche, elle date du 19 septembre. Ça a été une annonce sur de l'automatisation de la gouvernance. Mais pourquoi j'en parle là? C'est parce qu'en fait, elle a été mise à jour il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que l'article, il y a un petit encart, petit complément d'infos pour la clarifier, et elle se cumule avec une autre news que je ne vais pas dire tout de suite aussi, qui date de hier. Donc, teasing. Voilà. Mais c'est, voilà. Donc, et maintenant qu'on est en live, il peut dire qu'il date d'hier. Ouais. Ça marche. Ah oui, c'est ça marche, ça, c'est cool. Et donc voilà, le sujet, c'est que aujourd'hui, dans donc la Power Platform, qui est les outils de low-code de Microsoft, globalement, maintenant ça tourne depuis plusieurs années, et tu as toujours le sujet de mes non-pro-dev que je donne accès pour qu'ils créent, qu'ils s'en servent, hein, que le low-code devienne, comme le pack office il y a quelques décennies, ça devienne le nouvel outil pour tout le monde. Sauf que on veut pas que ça se fasse n'importe où, que ça se crée n'importe comment. Quoi. Voilà, on veut pas que ça se crée. Et au début, Microsoft, pour un peu lancer le truc, ils avaient fait ce qu'on appelle l'environnement par défaut, qui s'appelle le Personal Productivity, où tout arrive dedans. La cata, c'est que les entreprises qui n'ont pas été très réactives là-dessus, ils ont un environnement avec des dizaines, des centaines, des milliers d'applications. On se connaît. Voilà, c'est le bazar. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'ils viennent d'annoncer en preview, hein, donc comme d'hab, preview, states only, etc., machin, enfin bon, c'est que tu vas pouvoir dire que les gens, quand ils font leur première application, ils sont réenvoyés dans leur environnement personnel. Alors, d'avant, ça s'appelait Personal Productivity, mais c'est un abus de langage, hein, vous êtes tous les salariés dedans. Donc, tu as un environnement personnel, ça, c'est pas une nouveauté, cet environnement personnel a toujours existé. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, pour info, ça s'appelait l'environnement Community, qui à la base a été créé pour les étudiants, qui est un environnement dans lequel on fait tout ce qu'on veut, sans licence, tout est gratuit, toutes les fonctionnalités sont là. Il a été renommé en environnement pro-dev, et puis en fait, en vrai, maintenant, ils appellent ça l'environnement personnel. Et cet environnement personnel, qu'est-ce que c'est le lien avec tout ça? C'est qu'en fait, le maker, il fait sa première application, il est envoyé dans cet environnement automatiquement, puisque c'est safe, parce que un des gros problèmes, c'est que les gens vont faire des applications dans l'environnement par défaut, avec des données... attention, on partage n'importe quoi, n'importe qui. Un nombre de brouillons incroyable. Alors, ça, à la limite, ça les dérangeait pas trop, mais le vrai problème, c'est des données mal sécurisées. C'est l'équivalent d'un espace de travail un peu personnel, cloisonné, quoi. Voilà. Okay. Sauf que ce qui rajoute, c'est que... parce que là, c'est sympa, mais c'est pas complètement... Voilà, fou. Ce qui rajoute, c'est qu'en fait, au niveau donc, du tenant, donc de tout le serveur, enfin tout l'endroit, je vulgarise un peu pour l'Office 35, tu peux dire qu'en fait, tu passes en mode routage et que en fait, les environnements personnels, là, deviennent des environnements managés. Ça veut dire que les administrateurs ont la main dessus. Okay. Donc déjà, première chose, on va pouvoir gérer ce qui se passe. Ensuite, ça veut dire qu'ils peuvent mettre ce qu'on appelle des pipelines. Donc ce sont des tuyaux qui servent à déployer les applications. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un administrateur, il va dire que quand tu fais quelque chose dans ton environnement personnel, tu as des tuyaux préconfigurés vers des environnements de production. Les environnements de production, par exemple, tu peux dire, tu appartiens à tel BU, tu vas donc livrer dans tel environnement de production personnelle de ta business unit ou de ton service. Donc là, ça commence déjà à être quand même beaucoup plus sympa. Ouais, t'automatises un truc qui avant était siloté dans ton truc personnel et c'était du shadow. Quoi. Et surtout, c'est que tu n'as pas besoin de commencer à expliquer aux gens ce que c'est que l'ALM, l'application Lifecycle Management. Hein. Tous les experts qui ont essayé d'expliquer. Alors, il y a des gens du métier qui comprennent, mais c'est une notion quand tu n'es pas de l'informatique. On l'a vu, il y a plein de conférences sur le sujet. C'est pas dans ton minding, c'est compliqué. C'est pas ton problème. Quand tu crées un truc déjà, c'est bien. Alors même, tu vois, il y a vraiment plein de conférences pour ceux qui s'intéressent au Power Platform French Summit. Il y a tous les ans des conférences de gens qui ont essayé d'expliquer ça. Même des gens qui voudraient que ça soit leur problème. C'est vrai que s'il y a un mindset particulier, pour nous, il est évident. Pour d'autres, il ne l'est pas. Et du coup, ça t'automatise vers les bons environnements, t'as pas besoin de poser la question. Et donc, la petite mise à jour que Microsoft a fait, parce que les connaisseurs, ils ont entendu, quand j'ai parlé d'environnement managé, ça grince des dents. Parce que l'environnement managé, c'est différent. Un environnement de travail, le mot est juste, hein, c'est le vrai mot du dictionnaire, c'est là où on travaille. Et s'il est managé donc, par un administrateur, ça change quoi? Ça change que tout ce qu'on fait dans cet environnement est soumis à licence supplémentaire. Ah oui, c'est plus comme avant où c'était le gratuit, full option et gratos. Et c'est là où Microsoft a clarifié. Okay. Ils ont dit, alors le maker,
parce que l'environnement porte son nom, etc. Le maker qui est envoyé et redirigé là-dedans, c'est toujours full open bar. Ok. Par contre, s'il invite des gens dans cet environnement, là, eux, il leur faut des licences premium. Petite parenthèse, Microsoft a renommé toutes ses licences Power Platform. Il y a la licence premium, c'est celle qui sert à faire tout, globalement. Et sur leur site, ils en parlent plus trop, mais toutes les anciennes licences existent. Voilà, c'est la petite parenthèse. Et donc, d'où l'intérêt, maintenant, on se dit, OK, donc j'ai fait une application, je veux la partager à des gens. Ah, ça leur dit, t'as pas de licence premium, ça marche pas. Alors que mon application, elle utilise que du SharePoint, je vois pas le problème. Mais avant, comment c'était avant? Avant, tu pouvais partager ou pas dans Tu pouvais partager, mais il se faisait aussi jeter si tu avais fait du premium. Donc c'est pareil. Ouais. Non, parce que si tu faisais une appli basée sur du SharePoint ou du Excel, Excel, pas du premium, c'était bon. C'était bon. Ouais. Sauf que là, tu avais le droit. Ok. voilà. Sauf que là, du coup, vu que ton admin, il a mis tout le système de pipeline en place, tu vas pousser ton appli dans un environnement qui, lui, n'est pas premium. Donc, ton appli pas premium, tu la pousses. Donc, ça te permet un petit peu de gérer ce qui s'y passe et puis t'envoies l'application au bon endroit. Si je comprends bien, c'est qu'en gros, alors ça amène de la gouvernance parce qu'en effet, tu as ta sandbox, tu développes dans ton coin. À un moment, tu soumets finalement ton apps pour production, ce qui fait que ton admin a un droit de regard. Ça évite. C'est pas ça? Alors, ça, c'est la transition vers la deuxième news qui date de hier. Parce que Sans faire exprès. J'avais peut-être l'info et les coups. En fait, là, t'as mis des pipelines, ça envoie. Ok. Très bien. Pas de contrôle. La deuxième news qui date de hier, c'est qu'en fait, ils te mettent un système où, là, aujourd'hui, si tu veux aller livrer dans un environnement, il faut avoir le droit de livrer dans cet environnement. Il faut des comptes. Et là, ils viennent de mettre un système, le bon vieux, les vieux développeurs connaissent, ceux qui ont des barbes comme la mienne, Run with Elevated Privilege, cette fameuse commande. Alors, c'est pas ça, mais globalement, c'est l'idée. C'est-à-dire que là, ils vont mettre en preview un système où tu peux faire des demandes de livraison en pipeline, donc en ALM, vers des environnements où tu n'as pas les droits. Et du coup, c'est des un compte qui a les droits. Alors, c'est les admins qui mettent tout le système en place, mais tu n'as aucun droit là-dessus. Et donc, c'est les admins, les prodevs, etc., qui vont gérer et en fait, qui reprennent la main. Tu dis, j'ai fait un truc, ça doit partir, et du coup, ça te permet d'intercepter la livraison et de faire ce qui va bien pour potentiellement l'auditer, vérifier, voilà, et après, ok, ça part en prod. Et en plus, ça sécurise. La personne n'a pas d'accès en prod avec son compte, elle va pas aller voir les données qu'il faut pas, etc. C'est un peu, si on fait l'image, c'est un peu comme envoyer un mail. En fait, t'as le droit d'envoyer un mail vers une boîte, mais t'as pas le droit d'accéder à cette boîte pour autant, en fait. Alors, par exemple, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, oui, très, très, c'est ça. Et donc ça, c'est super cool. Du coup, parce que c'est pour ça que moi je dis, je prends les deux news sont séparées du point de vue Microsoft. Moi, je les vois ensemble. Oui. Je dis, c'est trop cool. L'usage est ensemble. Voilà, c'est ça. Par contre, ça te tue un peu le modèle free basé sur du SharePoint que tu avais ou la boîte. Non. Ah si, tu es en train de dire que si je veux mettre ces pipelines et le droit d'approbation en place, etc., je suis obligé de basculer tout le monde en premium. Alors, non, les deux news en vrai sont séparées. Tu peux très bien pas manager. Voilà, mais même le gars qui va bosser et faire son appli dans son environnement dev sur du manager, mais là en face, t'es pas obligé d'aller dans du manager. Donc tu peux faire une application full gratuite qui va vers un environnement gratuit. Avec l'approbation. C'est en preview, je sais pas ce qui va se passer dans quelques mois. Tu l'as bloqué. C'est pas sympa. Non, c'est surtout comme d'hab, on sait pas. Ça se trouve, ça va être full gratuit. Même si en fait, on voit cette tendance quand les environnements managés sont sortis côté MS. On en avait même parlé ici, je crois, la première édition. Ça avait un peu fait mini scandale, genre, mais c'est quoi ça? Je coche une case, tout devient payant. Parce que pour info, quand tout devient payant, voire même c'était du pay as you go pendant un moment. Enfin bon, maintenant c'est en premium. Tu fais, ok, c'est quoi ce truc? Genre, j'ai 2 graphiques de plus et ça me coûte $20 par user ou $15. Enfin, cette histoire. Et là, on voit qu'en fait, les nouvelles fonctionnalités ne sont plus rajoutées dans les environnements gratuits. En blague. Ils sont rajoutés. Ouais, mais c'est bien parce qu'au bout d'un moment. C'est comme Power BI, tu vois bien tout ce qui sort en nouveauté, c'est sur les premium. Ce que je trouve intéressant, et je pense le travail qu'il y a à faire là, c'est que vraiment quand tu connais les deux mondes, Power Platform et Power BI, ça commence à je trouve que si tu veux avoir une gouvernance transverse, tu vois, les espaces perso, la notion de premium, les pipelines, etc., tu retrouves pas mal de similarités, et pourtant, pas tout à fait pareil. Mais moi, je vois une similarité côté Power BI, c'est qu'en fait, tu vois, genre, tu peux avoir un espace de travail de type pro, mais dès lors que tu utilises un pipeline pour livrer, pipeline, c'est du premium, donc tu as besoin que ton truc soit du premium. C'est un peu la même logique, c'est le pipeline qui premiumise un peu tout ça. Mais tu vois, Microsoft a été assez réactif parce que là-dessus, une grosse préoccupation des clients qui passent le step pro dev et qui ouvrent la low-code, on le voit nous chez tous nos clients, globalement, c'est la détection des nouveaux makers, des nouvelles personnes qui font des applications. Pas du shadow IT, c'est juste. Ça, c'est vraiment pour que ça se passe dans les bonnes conditions. Ouais, c'est l'adoption aussi. C'est dire, tu démarres, on peut t'accompagner, on est là si tu as besoin d'un support un peu plus élevé. Voilà, et qui prennent conscience aussi, parce qu'il faut rappeler tout le temps quelque chose qu'on perd très vite de vue quand on a le nez dans le guidon.
Pourquoi en 2000, dans les années où on est aujourd'hui, le low-code fonctionne? Pourquoi WinDev n'a pas fonctionné malgré ses super photos dans les magazines il y a 20 ans? Pourquoi pour les autres n'ont pas fonctionné? Non, mais tu m'en as passé un ce matin. Voilà, c'est vrai. Voilà, c'est juste, rappelons qu'aujourd'hui le low-code fonctionne parce que les pro-dev, l'IT ne peut pas encaisser toutes les demandes. D'ailleurs, ils n'ont pas vocation parce que la complexité n'est pas suffisante. Il faut que les gens fassent eux-mêmes le support de leurs propres applications simples. Je parle, après, tu as d'autres modes, on va pas refaire toutes mes conférences ici. Et du coup, c'est important qu'on puisse faire en sorte que les gens viennent, puissent être accompagnés, mais qu'on vérifie que ça se fait dans un cadre. Et que tu es quand même un garde-fou prod. Ouais, et donner l'impression d'autonomie. C'est-à-dire, tu viens, tu as l'impression d'être autonome, mais derrière, tout est plutôt carré. Parce que nous, ce qu'on fait très souvent, c'est les systèmes de détection de première connexion, de détection de première application, vérifier que la personne va respecter les bonnes conditions, c'est des choses que nous, on enrichit les outils de gouvernance Microsoft tous les jours avec nos clients. On rajoute ces process de « Ok, c'est ta première apps, est-ce que tu as signé la charte informatique? Est-ce que tu as suivi des formations ?» On a des clients avec qui on a même branché, tous les accords qui vont bien, je rassure tout le monde, mais on a branché les outils de formation interne et les parcours de formation interne suivis avec la détection de Maker. Comme ça, on connaît même le niveau de formation de la personne et on sait ce qu'on peut lui autoriser quand on parle avec lui. Donc Microsoft se dit « Ok, je vais aussi me mettre là-dessus, c'est cool, parce que ça veut dire que de 1, il y a des choses natives, mais de 2, ça nous rajoute aussi des trucs. Ça remonte aussi l'écoute de la communauté. C'était des demandes depuis un moment, ça arrive, c'est dans la roadmap. Et comme tu dis, le tout fait un ensemble cohérent qui amène un peu de l'approbation par admin pour livrer, c'est un des trucs demandés depuis le début. Ouais. Je trouve ça logique. Nous, on a le même parallèle, c'est que c'est cool que ça soit self-service. Tu peux pas approuver sur Power BI. Alors non, mais je pourrais les empêcher de livrer en prod. C'est-à-dire que eux, ils ont les droits sur le dev, et s'ils veulent passer en prod, ils passent par moi. Il y a un pipeline, et c'est moi qui run le pipeline. C'est un peu la même idée, c'est que moi, je le vois beaucoup. Ok, c'est cool le self-service, c'est cool que les gens montent de plus en plus en compétences, mais il y a un moment où ça se retombe toujours sur l'IT. Parce que s'il y a un petit souci, ou d'un coup, c'est le run, il marche pas... Vous avez laissé passer ça. Et ben en fait, il faut que l'IT garde la main d'une façon ou d'une autre. Donc en fait, c'est bien le self-service, mais il faut quand même qu'on ait les outils, si on veut, de manager le self-service. Et c'est là la différence, c'est que la Power BI vient de la data, avec d'autres problématiques. Nous, le low-code, on est venu du dev. Oui, mais il y a de la data. Mais surtout, c'est que les notions d'ALM, je trouve qu'elles ont été prises plus vite en compte que la data, parce que ce que vient de dire Benjamin, nous, on l'a. C'est-à-dire qu'on a, ok, tu viens de... Par exemple, ce qu'on rajoute, qu'on enrichit les kits de gouvernance Microsoft, c'est détecter que l'application vient d'augmenter le nombre de partages. Au début, vous étiez 2 dessus, ok, on ne surveille pas. Ah, tout d'un coup, vous êtes 10, 20, 30, 50 utilisateurs. Ok, là, on n'est plus dans le même niveau de surveillance, d'exigence de documentation, de contenu. Ah, attention, au début, tu avais une volumétrie de données faible. Tout d'un coup, tu commences à avoir une grosse volumétrie de données. En fait, nous, c'est intéressant, c'est que du coup, on fait un monitoring et des process qui vont avec pour justement gérer et ventiler. Et l'avantage du low-code, c'est qu'on fait derrière le Fusion Team qui est de mettre un frontal et un premier niveau géré par le business, et les pro-dev vont se concentrer sur ce qui est important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les sociétés où l'infra à la main, tu as construit un énorme bastion sur Azure, tu as tout verrouillé, tu passes pas par Internet, etc. Et toi, tu arrives avec tes outils SaaS, tes paniers percés, etc. Et tu vois comment ça, on va envoyer de la donnée en dehors et finalement dans du SaaS. Il faut apporter des réponses forcément aux admins, à l'IT, pour permettre les deux mondes. Et même, tu as des connecteurs tous les jours, mais ça, après, on rentre dans les autres sujets de gouvernance, c'est la gestion des connecteurs et tout. Je ferme le sujet, Romain. En tout cas, il était top, et c'est toujours notre petite fil rouge gouvernance. Vous le savez, on aime bien ça chez nous. La gouvernance, c'est un sujet de tous les jours chez nos clients. Et en effet, on s'outille, c'est le plus important, parce que au-delà de la démarche et des bonnes pratiques, on en parle souvent avec Kevin aussi, il faut des outils. Donc ça, c'est super.